Et si ce prêt du FMI n'était pas ce que vous croyez? Depuis quelques jours, un débat brûlant agite les réseaux sociaux. Le FMI vient de débloquer 33,2 millions de dollars pour le Burkina Faso, et ce n'est pas tout. 124 millions supplémentaires viennent d'être approuvés, cette fois pour soutenir la lutte climatique et l'agriculture. Face à ces chiffres, beaucoup s'inquiètent, doutent, s'interrogent. Encore un prêt? N'est-ce pas un retour à la dépendance? N'avions-nous pas juré d'en finir avec ces dettes qui nous attachent les mains? Certains accusent le gouvernement de capituler devant l'influence étrangère. D'autres craignent de revoir les vieux schémas de corruption et de stagnation auxquels l'Afrique a trop souvent été associée. Mais et si la réalité était tout autre? Ce prêt, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas le fruit d'une demande désespérée, ni la marque d'une faiblesse. Il récompense au contraire une gestion responsable, des réformes concrètes et un redressement économique sans précédent. Regardez les faits. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a non seulement profité de la hausse des prix de l'or, mais aussi instauré de nouvelles règles dans le secteur minier, récupérant le contrôle de ses ressources. Résultat? Le pays affiche pour la première fois un excédent budgétaire prévu dès 2025. Malgré une situation sécuritaire difficile au nord, l'économie est plus solide que jamais. Et le FMI le reconnaît. La croissance pourrait atteindre 5% dès 2026 si la stabilité continue de s'améliorer. Alors, pourquoi ce prêt fascine et divise autant? Parce que, cette fois, il ne s'agit pas d'un chèque en blanc qui va alimenter la dépendance ou financer des privilèges. Ici, chaque dollar est prêté sur la base de résultats mesurables, d'une capacité réelle à investir et à rembourser, et surtout, au service de projets concrets qui changent la vie. Routes modernes, infrastructures, appui aux agriculteurs. C'est un tournant historique, peut-être même un exemple pour tout un continent. Emprunter pour bâtir, pas pour survivre. Mais attention, mal compris, ce choix pourrait raviver la méfiance, détourner l'opinion de solutions pragmatiques et freiner l'élan national. Alors, qu'est-ce qui a réellement changé dans les rapports entre le Burkina Faso et les institutions internationales? Comment ce prêt pourrait-il accélérer l'émancipation du pays, au lieu de l'enchaîner? Pour comprendre ce qui se joue vraiment, revenons d'abord sur le contexte de cette décision et la situation actuelle du Burkina Faso. Pourquoi les prêts du FMI sont-ils si controversés en Afrique? Pour beaucoup, ces fameux prêts sont synonymes de mauvaises nouvelles. On imagine aussitôt des dirigeants photographiés, souriants, tandis que la dette s'accumule, que la population souffre et qu'au final, tout le pays se retrouve encore plus dépendant de l'extérieur. Depuis des décennies, le FMI et d'autres institutions internationales ont été accusés d'imposer des conditions draconiennes, de pousser à des réformes brutales et surtout de nourrir une nouvelle forme de dépendance économique. Trop souvent, ces prêts ne servaient pas aux besoins réels des populations, mais finissaient par enrichir une élite ou financer des projets de prestige sans lendemain. Les exemples ne manquent pas. Des routes jamais terminées, des hôpitaux vides, des fortunes détournées vers l'étranger. Et au bout du compte, la dette grossit, la souveraineté s'amenuise et les vraies priorités nationales restent à l'abandon. Au Burkina Faso, ce passé n'est pas si lointain non plus. Pendant longtemps, comme dans beaucoup de pays africains, les prêts extérieurs étaient surtout synonymes de promesses non tenues. On empruntait, sans vraiment investir dans ce qui construit la nation sur le long terme. On se retrouvait alors entraîné dans un cercle vicieux. Plus de dettes, moins de marge de manœuvre et un sentiment croissant d'impuissance face à des décisions économiques prises ailleurs, loin des réalités du pays. Mais aujourd'hui, la situation commence à changer, et c'est justement ce qui rend le Burkina Faso si intéressant en ce moment. Le prêt du FMI accordé récemment n'est pas le résultat d'une urgence financière ou d'un effondrement économique. Au contraire, il suit une évaluation positive du FMI lui-même, qui salue la gestion responsable du gouvernement de transition sous la direction du capitaine Traoré. Cette reconnaissance, il faut bien le dire, n'est pas accordée à la légère. Le FMI n'est pas connu pour flatter gratuitement. S'il souligne les progrès du Burkina Faso, c'est parce qu'il y a des preuves concrètes sur le terrain. Prenez l'exemple de la toute première autoroute du pays, en construction actuellement.
Pendant des décennies, on répétait au Burkina Faso qu'il était trop pauvre, trop enclavé, trop fragile pour rêver grand. Pourtant, le chantier avance à une vitesse qui surprend même les experts. Et, surtout, il est mené par des ingénieurs burkinabés, avec des équipements achetés et maîtrisés localement. On n'a pas remis les clés du projet à une multinationale étrangère, ni confié l'essentiel des retombées économiques à d'autres pays. Cette fois, c'est la capacité nationale qui se construit, la fierté et le savoir-faire local qui grandissent. Voilà tout l'enjeu. Peut-on enfin utiliser un prêt du FMI pour bâtir l'indépendance et non la dépendance? Trop souvent, l'histoire africaine nous a montré l'inverse, et le risque de tomber dans les mêmes travers n'a pas disparu. Argent gaspillé, dette insoutenable, perte de contrôle sur l'avenir. Mais alors, en quoi la situation du Burkina Faso aujourd'hui diffère-t-elle des précédents? Un tournant inédit, quand l'emprunt devient un levier national, pas un piège. On a souvent l'image d'un prêt du FMI comme d'une sorte de boulet, une dette destinée à plomber l'avenir et renforcer la dépendance. Mais regardez bien ce qui se passe au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. C'est une transformation profonde, inédite. Traoré n'est pas un président qui collectionne les photos dans les salons dorés des sommets internationaux. Il est sur le terrain, avec son peuple, et ça change tout. Prenons un exemple parlant. La première autoroute du pays. Oui, une autoroute, symbole de modernité, mais surtout, emblème d'une souveraineté retrouvée. Pas un chantier confié à une grande société étrangère, mais un projet piloté par des ingénieurs burkinabés, avec des machines achetées pour le pays. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui creusent, construisent, innovent, apprennent. Pour un jeune ingénieur, pour un ouvrier, ou même pour le citoyen qui observe les travaux depuis le bord de la route, l'effet psychologique est immense. C'est nous qui l'avons fait. Ce n'est plus un cadeau venu d'ailleurs avec 1000 conditions cachées. C'est une œuvre nationale. Cette fierté, cette compétence acquise localement, ce sentiment que demain, d'autres projets sont possibles sans l'aide systématique de l'étranger, c'est peut-être la plus grande révolution de ces dernières années. Mais ce changement d'état d'esprit ne sort pas de nulle part. Il s'appuie sur une transformation économique tangible. Le FMI, qui n'est pas réputé pour ses compliments faciles, l'a reconnu. Le Burkina Faso a démontré une gestion responsable et des résultats impressionnants, dans un contexte pourtant ultra complexe. Grâce à la réforme minière, à la hausse du prix de l'or, le pays a réussi à capter davantage de richesses issues de ses propres ressources naturelles. Résultat? Une bascule historique. Le déficit extérieur s'est transformé en excédent, avec un surplus attendu de plus de 1% du PIB dès 2025 et un maintien en 2026. La croissance économique projetée avoisine les 5%. Et surtout, une discipline budgétaire inédite, malgré la pression d'une insécurité qui a déplacé des centaines de milliers de personnes et pesé lourdement sur les finances publiques. Ce n'est pas un détail. Dans un pays enclavé, frappé par l'instabilité régionale et des défis humanitaires immenses, ces chiffres sont remarquables. Ils traduisent une gestion rigoureuse, où chaque franc compte et sert, non pas à alimenter des comptes offshore ou à financer des caprices présidentiels, mais à payer les salaires des enseignants, des soignants, des fonctionnaires qui font tenir la société debout. Le prêt du FMI n'a pas été accordé à un gouvernement au bord du gouffre, mais à un État qui a rempli ses engagements, respecté ses réformes et donné des garanties de bonne gestion. Mais attention, le risque demeure. Manquer ce virage, rater cette opportunité historique de transformer la logique même de l'emprunt, de l'asservissement à l'autonomisation, exposerait le Burkina Faso à retomber dans la spirale de la dette improductive. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir de l'argent, mais de changer la façon dont on l'utilise, de renforcer l'État, de former les citoyens, de bâtir pour l'avenir. La vraie question maintenant, c'est comment tous ces choix se traduiront concrètement dans le quotidien des Burkinabés, et quel visage prendra le futur du pays. Demain, qu'est-ce que ce prêt va réellement changer pour vous et votre famille? C'est la question essentielle. Parce qu'au-delà des chiffres et des communiqués officiels, l'enjeu, c'est la vie quotidienne des Burkinabés. Concrètement,
Cet argent du FMI ne tombe pas du ciel pour finir dans des caisses opaques, ni pour financer des voyages coûteux à l'étranger. Il sert très directement à soutenir ceux qui font tourner le pays, enseignants, soignants, fonctionnaires dans les communes. Sans ces financements, dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire, l'État aurait du mal à payer les salaires, à maintenir les écoles ouvertes, à garantir l'accès aux soins de base. Le prêt offre donc, avant tout, un peu d'oxygène à nos services publics, ce filet de sécurité indispensable pour ne pas plonger dans le chaos. Mais il va plus loin. Le Burkina Faso, c'est aussi un pays dont l'avenir dépend de l'agriculture. Or, le Sahel subit de plein fouet les changements climatiques. Sécheresse, pluies imprévisibles, récoltes qui échouent, prix des denrées qui s'envolent. Ici, chaque famille dépend de ce qu'elle peut cultiver. C'est pourquoi une part essentielle du financement, plus de 124 millions de dollars, est investie dans la résilience climatique. Cela veut dire irrigation, nouvelles variétés de semences résistantes, gestion de l'eau, stockage des récoltes. En un mot, tout ce qui permet à une famille de continuer à manger, même quand la saison est mauvaise. Là, l'aide n'est pas abstraite, elle est concrète. Elle protège contre la famine, elle assure l'avenir. Et puis, il y a l'économie, le moral national. On le sait, une route qui relie les régions, ce n'est pas que du bitume posé. C'est la possibilité pour un commerçant d'écouler ses produits, pour un enfant d'aller à l'école, pour une urgence médicale d'arriver à l'hôpital à temps. C'est aussi l'image d'un pays qui se construit, qui avance, qui croit en lui-même. Traoré l'a bien compris. Il ne s'agit pas de laisser des entreprises étrangères tout faire. Les ingénieurs burkinabés sont aux commandes, les machines sont acquises localement. Résultat, chaque kilomètre bâti renforce aussi le savoir-faire national. La souveraineté, ce n'est pas un mot, c'est une route construite par ses propres mains. Mais il y a un autre point essentiel, la gouvernance. Trop souvent, ailleurs sur le continent, on a vu l'argent des prêts disparaître avant même qu'un seul projet ne voie le jour. Des hôpitaux promis n'existent que dans les discours. Des routes annoncées ne sortent jamais de terre. Là, au Burkina, le FMI lui-même reconnaît que le gouvernement agit. Il a déjà mis en œuvre 6 recommandations prioritaires pour mieux encadrer le secteur minier. Plus question que les richesses de l'or profitent à quelques-uns. On contrôle qui obtient une licence, comment l'argent est redistribué. C'est cette rigueur qui fait la différence, qui donne confiance, qui évite la spirale de la dette sans développement. Mais, et c'est crucial, il ne faut pas se raconter d'histoire. Si la gestion dérape, si la discipline faiblit, c'est toujours la population qui paie. Services publics dégradés, famine, perte de confiance, les risques restent réels. Alors, comment s'assurer que ce nouveau modèle tienne ses promesses ? Quelles leçons concrètes en tirer et comment rester vigilant sans sombrer dans le cynisme ? De la théorie à l'action. Comment transformer l'essai ? C'est ici que tout se joue. Parce qu'au fond, ce que prouve l'exemple burkinabé, c'est que la discipline n'est pas un slogan, mais un acte quotidien. Le président Traoré ne fait pas la tournée des grands sommets pour l'image. Il est sur le terrain, aux côtés des ouvriers, des ingénieurs, des agriculteurs. Sa présence réelle, son suivi personnel des projets, son exigence que les chantiers nationaux soient portés par des compétences locales, tout ça change profondément la donne. On n'est plus dans le théâtre du développement, où l'emprunt est une mise en scène destinée à rassurer l'extérieur. On est dans une démarche où chaque franc utilisé, chaque machine acquise, chaque route construite, vient renforcer la capacité locale, la souveraineté, l'emploi. Mais alors, que doit-on retenir, nous, citoyens et leaders du continent ? D'abord, que les outils internationaux comme les prêts du FMI ne sont pas des béquilles, mais des leviers à manier avec stratégie. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait qui compte. Il faut garder en tête que si le prêt du FMI est aujourd'hui synonyme d'investissement productif, c'est parce qu'il est adossé à une vraie vision, à une planification minutieuse, à la volonté de rendre des comptes. La discipline budgétaire, le refus de détourner les fonds, la focalisation sur l'agriculture, l'infrastructure, la formation des ingénieurs locaux, tout cela permet de transformer le prêt en moteur de croissance et non en piège de la dette. Mais attention,
Le modèle burkinabé n'est pas une recette magique à copier-coller. Chaque pays africain a son histoire, ses priorités, ses défis propres. Ce qui compte, c'est d'adapter ce principe fondamental. Investir d'abord dans l'humain, dans l'ingénierie et la capacité nationale, dans la gouvernance honnête, et non dans les solutions importées prêtes à penser. Surtout, la vigilance citoyenne est capitale. Car si les populations se désengagent, la tentation de retomber dans les vieux schémas, corruption, mauvaise gestion, dépendance, est forte. Mais si chaque citoyen exige des comptes, surveille l'utilisation des fonds, s'implique dans la vie publique, alors le changement a des chances de s'ancrer durablement et d'inspirer d'autres pays. C'est là que se joue l'avenir. Refuser la fatalité, se réapproprier les outils internationaux et inscrire chaque décision dans l'intérêt du peuple. Alors, face à l'exemple du Burkina Faso, une question s'impose. Quel est notre rôle, à nous tous, dans cette dynamique? Réfléchissons ensemble alors que nous allons conclure. Ce prêt n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre national. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse de loin un simple accord financier avec le FMI. Ce n'est ni un retour à la case départ, ni la répétition des erreurs du passé où chaque dollar emprunté signifiait souvent un peu plus de dépendance et de perte de contrôle. Non, ce moment est historique, et il mérite toute notre attention et notre engagement. Aujourd'hui, l'État burkinabé n'a pas emprunté pour combler un déficit ou financer des privilèges. Il a obtenu un financement sur des conditions avantageuses, parce qu'il a démontré une gestion responsable, une discipline budgétaire et une vraie volonté de changement. Cet argent est destiné à ce qui compte vraiment, la résilience face au climat, le soutien à l'agriculture, la stabilité économique. Les résultats sont déjà là. Le compte courant s'améliore, la confiance internationale est de retour, et la croissance est attendue par ceux qui observent de près. Mais au-delà des chiffres, il s'agit d'un basculement dans la manière de construire le pays. Regardez autour de vous. Pour la première fois, une autoroute nationale sort de terre, non pas sous la houlette d'entrepreneurs étrangers, mais grâce aux ingénieurs burkinabés, aux ouvriers locaux, avec des machines et des compétences qui restent ici, au service du futur. Quand la première voiture traversera cette route à 8 voies, reliant 2 grandes villes du pays, ce sera bien plus qu'un ruban d'asphalte. Ce sera la preuve vivante qu'on peut agir autrement. Que l'argent des prêts, quand il est bien géré, devient un levier d'indépendance, pas une chaîne supplémentaire. Bien sûr, la vigilance reste essentielle. Les critiques sur les réseaux sociaux ne sont pas inutiles. Elles rappellent que chaque centime doit servir le peuple, pas remplir des comptes privés. Mais cette vigilance doit être informée, capable de faire la différence entre une politique de prédation et une stratégie de construction. Si Traoré et son équipe ont pu obtenir ce prêt, c'est parce qu'ils ont prouvé leur engagement à bâtir ici, à rester sur le terrain, à former, à employer, à investir dans la capacité nationale. C'est ça, la vraie souveraineté. Utiliser toutes les ressources, y compris les financements étrangers, pour renforcer ce qui fait la dignité et la prospérité du pays. Rien n'est encore gagné, évidemment. Les enseignants attendent toujours d'être mieux payés, les agriculteurs doivent s'adapter à un climat qui change, et la route à parcourir reste longue. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, le Burkina Faso avance dans la bonne direction, sous les yeux de l'Afrique entière. À chacun de nous maintenant de comprendre ce qui se joue, de s'informer, d'exiger des comptes, mais aussi de croire en la possibilité d'un nouveau modèle. Ce prêt du FMI n'est pas une soumission, c'est un outil, et c'est à nous tous d'en faire un levier pour écrire notre propre histoire. Soyons acteurs, pas spectateurs. Car comprendre, c'est déjà refuser qu'on écrive l'avenir à notre place.